Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter les commentaires des réponses aux quiz médicaux auxquels vous avez pu répondre, pharmaciens et médecins. Pendant ces dernières semaines, on a eu un nombre de réponses assez élevé. Je crois qu'on est à 1400, quelque chose comme ça, pour les réponses au quiz médical, avec beaucoup de bonnes réponses, heureusement. Et puis, on va probablement insister sur les questions qui ont posé un petit peu plus de problèmes. Donc, on va passer les thématiques. Donc, il y avait 5 thématiques différentes qu'on va reprendre une par une et qu'on va commenter aujourd'hui. Merci, Romaric. Ok. Effectivement, Eric, tu l'as dit. Alors, il y avait une première question en fait qui portait sur les nouveaux antibiotiques. Donc, je vais essayer de repartager l'onglet adapté. Alors, tac. Voilà. Eric, tu me confirmes que vous voyez bien les diapos? C'est bon, très bien. Donc, la première question, en fait, pour reprendre l'ensemble des questions, on vous proposait de savoir si les nouveaux antibiotiques étaient réservés à l'usage hospitalier, parce que, alors, il y avait plusieurs propositions qui étaient faites, il fallait cocher les propositions exactes. Donc, ils coûtent très cher. Donc, ça, vous avez tous, en fait, plus ou moins bien répondu à toutes ces questions. Alors, c'est vrai qu'ils coûtent très cher, mais ce n'est pas forcément pour ceux-là qui sont en réserve hospitalière. Donc, on attendait une réponse fausse, ce qui a été le cas dans 79%. Ils ont une marge thérapeutique étroite. Là aussi, on attendait une réponse fausse. Là, vous avez aussi massivement bien répondu, puisque 84% des gens ont donné une bonne réponse. Et ils ne sont actifs que sur les bactéries multirésistantes. Là aussi, on attendait une réponse fausse. Vous avez très bien répondu, puisque 78% des gens ont donné la bonne réponse. Et puis enfin, il y avait deux dernières questions qui étaient: leur usage étendu peut faire émerger de nouvelles résistances bactériennes. Donc ça, c'était vrai. Là aussi, il y a à peu près 74% des gens qui ont bien répondu. Et cela permet de limiter, en tout cas de cibler ou limiter leur utilisation. Vous avez répondu vrai à 70%, ce qui était la réponse attendue. Donc un quiz qui était plutôt réussi. Alors pas autant que ce qu'on l'aurait peut-être espéré. Donc, disons, apporter des éléments de réponse, voilà les quelques données qu'on peut vous montrer. Donc, c'est vrai que le prix de ces antibiotiques, vous le voyez, il est extrêmement élevé. Alors, c'est discutable, hein. On a choisi comme comparateur pour les nouvelles céphalosporines une céphalosporine qu'on connaît bien, qui est la ceftriaxone. Évidemment, on le verra dans les diapos suivantes, ça n'a pas tout à fait le même spectre, c'est la moindre chose qu'on puisse dire. Mais vous voyez que le coût, en tout cas, est vraiment complètement décorrélé, puisque le coût journalier de la ceftriaxone, ça dépend un peu des endroits, mais c'est environ 6 €, alors que vous voyez, on est autour de 200, voire 500 €, voire carrément pour ces fidérocolle 900 € par jour quand on utilise ces produits. On a aussi des nouveaux antibiotiques qui sont des associations de méropenem avec des inhibiteurs. Et là aussi, vous voyez, quand on compare par rapport au carbapénem qui valent finalement une vingtaine ou une quinzaine d'euros en prix journalier, et bien là, on s'aperçoit qu'on est plutôt autour de 400 ou 500 € de prix journalier. Donc, vous avez vu, le coût est extrêmement élevé. On a aussi d'autres nouveaux antibiotiques qui sont peut-être un peu moins utilisés, encore que, comme toujours, on les voit de plus en plus passer. Il y a la dalbavancine qui coûte extrêmement cher. Alors, on ne la fait pas tous les jours, mais quand on compare à la dose journalière de Dapto, ou quand on compare à 10 ou 15 jours de Dapto, enfin, c'est entre 30 et 50 € par jour la Dapto, qu'il faut peut-être multiplier par 10, mais vous voyez que là encore, on a quand même un écart de prix qui est conséquent. Il y a le tédisolide et la délafloxacine. Le tédisolide, c'est un cousin du linezolide qu'on connaît mieux. Vous voyez que le prix, c'est 2 € par jour. Le linezolide en comprimé, c'est assez peu cher, alors que le Civextro coûte 169 € par jour.
Et voilà, je finis mon catalogue un peu avec le Chlophénix, qui est une nouvelle fluoroquinolone. On a pris une des plus chères, hein, la lévofloxacine, qui est à 17 € par jour. Et vous voyez qu'on multiplie encore à nouveau par 10 pour avoir le prix quotidien de ces nouveaux antibiotiques. Donc, effectivement, ils coûtent très cher, ces antibiotiques. Et ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont en réserve hospitalière, mais il faut savoir quand on les utilise que ça a un coût pour la santé. Alors, simplement pour vous dire qu'on a un ralentissement, hein, de la mise à disposition des antibiotiques par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 80 ou 90. Comme on a l'habitude de dire, le pipeline est un peu bouché, le pipeline des nouveaux antibiotiques. Et même si on a quelques solutions nouvelles qui arrivent, on n'a pas de mécanisme vraiment nouveau et innovant en matière d'antibiothérapie qui sont apportés par les industriels. Et ce qu'on sait déjà, c'est que de toute façon, quel que soit l'antibiotique, la bactérie a toujours les moyens d'y résister. Et donc, en utilisant ces nouveaux antibiotiques, forcément, on va générer des résistances associées. Donc, il faut absolument les utiliser à bon escient et que dans les indications, on va dire, les plus restreintes et de dernier recours, si je peux dire. Alors, pour vous aider un peu à mieux les connaître, on vous a préparé ce tableau. Je pense qu'on pourra vous faire évidemment, enfin vous mettre à disposition les supports qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, en quelques mots, vous voyez, on a parlé de la ceftaroline, hein, pour avoir les idées simples. On va dire que c'est un peu une ceftriaxone ou un céfotaxime qui marche sur le SARM. C'est toujours un peu faux, hein, ce que je dis, mais ça permet d'avoir les idées claires. Et puis, vous avez le ceftobiprol, hein, qui est assez proche en termes d'historique de commercialisation. Mais vous voyez qu'il y a des différences assez notables, hein, sur le spectre, puisque on a une molécule qui résiste un petit peu aux AMP-C. Alors, pour ceux qui connaissent moins bien, c'est ce qu'on appelle aussi les céphalosporinases déréprimées. C'est les entérobactéries qui vont, par ce mécanisme qui n'est pas la BLSE, mais qui s'en approche un peu, si on peut dire, en termes de résistance au C3G. Donc, le ceftobiprol va garder une activité sur ces bactéries. Vous voyez que ça n'apporte pas de solution sur les bacilles gram-négatifs les plus résistants. Donc, BLSE, on en a parlé, mais aussi les Carbapenem resistant enterobactéries, ce qu'on appelle CRE, donc qu'elles soient non EPC, c'est-à-dire non productrices de carbapénémase, ou qu'elles soient productrices de carbapénémase. On entend parler de tous ces noms, KPC, NDM, VIM, OXA48. Donc, vous voyez que ça ne marchera pas là-dessus. Ça marche un peu aussi sur Pseudomonas, ça marche sur Enterocoque fecalis et ça marche sur le SARM. Ensuite, il y a des molécules comme ceftazimavibactam et ceftolozane tazobactam, donc on commence à de mieux en mieux connaître. Alors, ceftazimavibactam, je passe vite, mais c'est intéressant, hein, sur les entérobactéries. Vous voyez que ça résiste à certaines carbapénémases, notamment les KPC, et que souvent sur les résistances au carbapénème non enzymatiques, on a une bonne activité. Et puis, ça marche souvent très bien sur OXA48, à tel point que c'est devenu le traitement qui était recommandé désormais pour traiter ces OXA48. On voit sur le PIO que ça peut rendre des services, mais que c'est plutôt la molécule suivante, ceftolozane tazobactam, qui, alors je mets un peu un bémol parce que les dernières statistiques sont un peu moins favorables, mais en tout cas, c'est celle qui offrait le plus de possibilités sur les PIO résistants jusqu'à présent. On voit par contre que ça ne marche pas du tout sur les germes anaérobies et les cocci-gram positifs, et ça, peut-être que c'est pour l'acquisition des résistances un avantage non négligeable à peser évidemment avec le coût et les germes qu'on traite. Ensuite, on en a parlé, c'est imipenem relebactam et meropenem vaborbactam. Alors là, c'est les caractéristiques du carbapénème et puis un inhibiteur à chaque fois qui va donner une résistance, enfin qui va permettre à l'antibiotique de résister contre les carbapénémases KPC. Heureusement, en France, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de ces KPC. Nous, on a plus des OXA48 et on commence à avoir des NDM et des VIM. Et vous voyez que ça apporte finalement donc pas beaucoup de solutions. Peut-être que imipenem relebactam est un peu plus confortable sur le PIO. Mais attention, vous avez vu, quand on parle de résistance, ils sont associés à des carbapénèmes. Donc, vous avez un gros impact sur la flore anaérobie. Et donc, c'est des médicaments, bien sûr, à réserver à leurs strictes indications, qui sont pour le moment en France, surtout les carbapénémas KPC et un petit peu donc les PIO-résistants pour imipenem relebactam. Ensuite, on attend l'astréonam avibactam. Je passe très vite. Vous voyez que ça va être une solution qui va permettre de traiter ces fameuses carbapénémases NDM et VIM.
évidemment aussi OXA48. Vous n'avez pas encore cette molécule et comme c'est un des traitements, voire le seul traitement bêta-lactamine efficace qu'on ait aujourd'hui, on fabrique cette association en associant l'astréonam qu'on a et le ceftazidime avibactam dont on a parlé précédemment. Et puis, il y a le cefidérocol. Alors, cefidérocol, il y a quelques… Donc, ça marche très, très bien, vous voyez, sur les bacilles gram négatifs, y compris le pio et y compris les acinetobactères et les sténos. Alors, attention quand même à ces molécules. On a des petits warnings, on va dire, des petites mises en garde de la HAS. Il y avait pour l'acinetobactère Baumannii résistant à l'imipenem, heureusement, on n'en a pas trop en France, un warning puisqu'il y avait une surmortalité dans les études par rapport à l'association, par exemple, Tigé-colimycine, qui était le traitement de référence avant. Donc attention, on ne sait pas trop sur Acinetobacter baumannii, il faut être prudent. Et puis, on a eu aussi des CMI un peu, on s'attendait à mieux, on va dire, pour traiter NDM notamment, donc les carbapénémases NDM, New Delhi métallobêta-lactamase, puisque les CMI sont un peu hautes et que des fois, ça ne marche pas. Et après, en 2 mots, parce que j'ai déjà été trop long, il y a tédizolide, donc c'est à peu près l'équivalent du linésolide avec un peu moins d'hématotoxicité, mais vous voyez qu'en spectre, ça va être très gramme plus et ça touche beaucoup les ANA. Et puis il y a la délafloxacine qu'on découvre un peu, qui est une fluoroquinolone, qui a une activité parfois antipyocianique, évidemment entérobactérie. Ça marche sur le sténo, sur Enterocoque fécalis, sur les SARM, sur les germes anaérobies. Cette molécule, elle est toute nouvelle, elle a un spectre extrêmement large. On ne la connaît pas encore bien, mais elle doit avoir un impact écologique majeur, donc à manier avec beaucoup de précautions. Les 2 dernières molécules sont rétrocédables, donc sur prescription initiale hospitalière, mais rétrocédables. Donc attention à ces deux molécules. Juste en quelques mots pour conclure, attention aussi, on voit qu'il y a de l'émergence de la résistance à ces nouveaux antibiotiques sous traitement. Donc, c'est un peu technique, mais quand il y a un inéculum bactérien important, comme dans les abcès, le fait de mettre ces antibiotiques, on sait que sous ces traitements, l'émergence, la résistance peut souvenir. Alors, c'est souvent dû à, en fait, l'acquisition de la résistance sous traitement, elle est due au fait qu'il y a des mutants résistants dans les grands inoculums, comme les abcès, et qu'on va les sélectionner avec notre antibiotique. Et vous voyez qu'à ce petit jeu-là, peut-être que cefidérocol, ça a l'air un peu plus dangereux que les autres, que imipenem, relebactam, ceftazidime, tazobactam, aussi, il y a un fort pourcentage, et c'est peut-être, vous le voyez, un peu moins fort avec ceftazidime, avibactam. Donc, attention à ces nouvelles molécules. Évidemment, pour conclure, je vous renvoie vers les recommandations de la SPILF qui ont fait en fait la synthèse des recommandations qui étaient parues l'année dernière par l'ECMID et l'IDSA. Donc, vous voyez que ceftolozane, tazobactam, on le réserve vraiment aux pio résistants, notamment résistants au carbapénem et bien sûr aux autres alternatives quand on est coincé. Et que si c'est résistant à ceftolozane, tazobactam, on peut trouver des alternatives avec imipenem, relebactam, cefidérocol et parfois ceftazidime avibactam, je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit aussi que pour les OXA48, les carbapénémases, donc les entérobactéries qui sécrètent des carbapénémases, ceftazidime avibactam est devenu le traitement référence. Pour KPC, on a plus de choix. Ceftazidime avibactam, meropenem, vaborbactam et imipenem, relebactam. Et puis pour les métallobêta-lactamases, pas beaucoup de choix. Astréonam, ceftazidime avibactam, donc l'association qu'on rebricole, et le cefidérocol. Vous voyez qu'à chaque fois, il ne faut pas hésiter à prendre des avis spécialisés. C'est bien précisé dans les recommandations. Nous, à Nîmes, on est disponible, on est joignable par téléphone pour vous aider dans vos choix. Et dans les autres régions, il y aura évidemment des équipes de recours, vos infectiologues de recours qui pourront vous aider dans les choix de ces nouvelles molécules. J'en ai terminé. Vous avez vu que tous ces nouveaux antibiotiques qui sont dans les molécules à préserver. Là aussi, la SPILF s'est prononcée en janvier dernier. Janvier ou février d'ailleurs, on a mis janvier, mais je crois que c'était plutôt février. Peu importe, l'Organisation mondiale de la santé aussi a créé des listes pour qu'on soit précautionneux avec les antibiotiques. Donc, voilà les quelques informations qu'on pouvait vous passer. Et je redonne la parole peut-être à Eric si tu veux ajouter un commentaire. Non, pas de commentaire particulier. Non, simplement le fait, ce que tu as souligné pour le cefidérocol, la molécule séduisante a priori sur son spectre parmi les nouvelles molécules qui sont commercialisées.
mais avec, comme tu l'as dit, un bémol sur le risque d'émergence de résistance rapide en cours de traitement. Voilà, simplement. Ok, on va attaquer peut-être alors, si vous le voulez bien, la deuxième question qui concernait les colites à Clostridium difficile. Et je vais passer la parole à Pauline et je vais lancer son diaporama. Pauline, si tu m'entends. Ok, oui, ouais, super, merci. Ouais. Je t'affiche le diaporama. Vous m'entendez bien? Ok. On t'entend très bien. Tu me dis simplement quand tu veux que je passe à la diapo suivante. Ok. Donc, du coup, j'en profite entre-temps. Pendant que ça ouvre, je me présente. Du coup, Pauline Lansalo, moi, je suis infectiologue sur les hôpitaux de Tarbes et Lourdes dans le 65. Et donc, on va parler maintenant de la deuxième question qui portait donc sur les colites à Clostridioides difficile, dont ici, vous avez les réponses de la semaine dernière. Donc, il n'y a pas eu la petite mise à jour de ce début de semaine. Donc les questions, pour y revenir rapidement. La première question, c'était donc ces colites à Clostridioides difficile peuvent survenir avec tous les antibiotiques, y compris l'avancomycine et le métronidazole. Donc ça, on va en reparler. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'avec n'importe quel antibiotique, on peut faire une colite à Clostridium difficile. C'est plus fréquent avec certains, on va en reparler, mais quel que soit l'antibiotique, s'il y a des diarrhées sous antibiotiques, c'est un diagnostic à évoquer. Et donc, même avec l'avancomycine, qui d'ailleurs n'est pas utilisée sous la forme habituelle dans les colites, puisque c'est Péros, mais ça, on va en reparler un peu plus tard, et même avec le métronidazole. Donc, concernant la question par rapport à l'âge ou au terrain, elle ne touche que les sujets âgés ou fragiles. Là, c'était la question pour laquelle il y avait les meilleurs taux de réponse, quasiment 100%. Donc non, ça peut toucher toutes les personnes, mais on va le voir, là encore, il y a des facteurs de risque et notamment l'âge supérieur à 65 ans est un facteur de risque concernant ces colites. Ensuite, des questions où les réponses étaient un peu moins bonnes par rapport à le nombre de prises. Donc, est-ce que les colites à Clostridium difficile peuvent survenir après une dose unique d'antibiotiques? Oui, c'est possible. Là aussi, on va le revoir. Bien sûr, plus il y a de prises d'antibiotiques, de jours d'antibiotiques, ça va être un facteur de risque de faire des colites, mais ça peut se faire également après une prise unique. La poursuite de l'antibiothérapie est un facteur de risque d'échec de la prise en charge. Et ça, on le verra, c'est une des premières choses à essayer de faire quand on a un diagnostic de colite à Clostridium difficile, c'est d'arrêter l'antibiothérapie si elle n'est pas nécessaire. Et vous verrez, ça nous décidera peut-être un peu sur le choix du traitement si l'antibiothérapie doit être poursuivie, puisque ça, c'est vraiment un des gros facteurs de risque de rechute ou d'échec, en tout cas dans la prise en charge. Et la dernière question, les récidives sont plus fréquentes, quelle que soit l'antibiothérapie, chez les personnes qui ont déjà présenté un épisode. Et effectivement, le fait d'avoir déjà fait une colite à Clostridioides difficile, c'est un des facteurs de risque principaux de récurrence. Donc, on va maintenant revoir ça un peu plus en détail. Du coup, je te laisse passer. Voilà, merci. Alors, ça ne faisait pas partie des questions, mais je voulais quand même vous en toucher deux mots parce que c'est pas si évident que ça. Et en pratique, c'est une question sur laquelle on est souvent sollicité, c'est par rapport au diagnostic. Donc, le diagnostic, déjà, petit rappel, le labo de bactériaux nous le rappelle en général assez facilement, mais bien sûr, la recherche doit être faite sur des selles non moulées. Et donc, sur un tableau évocateur, donc globalement de diarrhée, notamment sous antibiotiques ou chez un patient qui est hospitalisé. Et alors là, en fait, en fonction des laboratoires, ils vont pouvoir faire des examens différents pour la recherche, pour porter le diagnostic. Et l'interprétation n'est pas toujours si facile si on n'est pas très connaisseur du Clostridium difficile, puisque souvent, en fait, il y a une association de plusieurs tests, c'est ce qui est recommandé, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours réalisé. Donc, pour vous en dire deux mots, en fait, le problème, c'est le Clostridium difficile qui est toxinogène. Et les tests ne vont pas tous nous répondre à cette question-là. Le GDH, qui est en général un test de dépistage réalisé assez couramment, qui est un test immunoenzymatique, c'est un test qui va rechercher une enzyme qui est présente pour tous les Clostridium difficile. Donc, si le GDH est positif, ça nous dit il y a du Clostridium difficile. Ça ne nous dit pas il est toxinogène. Donc, souvent, ça va être couplé avec le test EIA des toxines A et B.
Donc là aussi, c'est un test immunoenzymatique. Et donc, lui va nous dire qu'il y a des toxines A ou B, ou A et B. Donc souvent, il y a une association de ces deux tests qui va permettre de porter le diagnostic. Des tests qui sont de plus en plus développés, ce sont les tests PCR ou les TANS. Et donc là, en fait, c'est une PCR qui cible un gène qui va coder pour la toxine. Donc, ça ne veut pas tout à fait dire que c'est un Clostridium difficile toxinogène, mais ça veut dire qu'il a le gène pour pouvoir la faire. Donc, c'est un Clostridium difficile qui est potentiellement toxinogène. Donc, ce test est de plus en plus souvent réalisé. Et le dernier test qui, en pratique, n'est pas vraiment celui qu'on voit parce qu'il est très long à réaliser, c'est la culture d'oxygénique. Donc là, ça se fait en 2 temps. D'abord la culture, puis la détection de toxines. Donc, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que toujours, le point principal pour le diagnostic, ce sera de vérifier que le patient a des diarrhées. Parce qu'il y a des portages, notamment chez les patients hospitalisés, on peut avoir des portages qui sont très fréquents de Clostridium difficile, voire de Clostridium difficile potentiellement toxinogène. Donc, il faut toujours se reposer la question de le patient a-t-il toujours des diarrhées au moment du résultat du test, parce que des fois, on a prescrit l'examen il y a quelques jours, quand il y avait des diarrhées, le temps que l'examen soit réalisé, il s'est passé quelques jours, qu'on ait le résultat au moins heures supplémentaires. Donc, parfois, le patient a plus de diarrhée et c'est vraiment l'élément principal pour porter le diagnostic. Donc déjà, avec ça, on va pouvoir dire est-ce qu'il y a une infection à Clostridium difficile. Et donc maintenant, on va voir les facteurs de risque. Et donc ce dont on discutait tout à l'heure, déjà par rapport aux antibiotiques, en bas à gauche, là, vous avez le tableau avec la liste des antibiotiques et en fonction de leur rôle dans l'association avec les risques de colite à Clostridium difficile. Et en fait, on voit qu'il y a des antibiotiques qui sont plus ou moins à risque. Et donc, notamment, comme on en parlait tout à l'heure, en fonction de leur spectre, des antibiotiques qui ont un spectre large, qui vont être plus à risque de Clostridium difficile. Donc, on retrouve notamment les carbapénèmes, mais aussi tout simplement les pénicillines quand elles sont en association avec les inhibiteurs, les céphalosporines, de 2e, 3e, 4e génération, donc qu'elles soient IV mais également Perros, c'est largement prescrite, les fluoroquinolones et également la clindamycine. Et après, vous voyez que les autres sont un peu moins à risque, et donc certains particulièrement moins à risque, mais tous peuvent malgré tout être associés à un risque de colite à Clostridium. Donc, ce n'est pas parce que le patient était sous uniquement métronidazole qu'il faut éliminer ce diagnostic. Sur le tableau en bas à droite, là, on voit qu'effectivement, la durée d'exposition, donc le nombre de jours d'antibiotiques ou la dose reçue d'antibiotiques, est un facteur de risque qui augmente le risque de Clostridium. Je me répète un peu, pardon. Mais donc, on voit en cumulatif, plus on est exposé aux antibiotiques, plus le risque de colite à Clostridium est important. Ces facteurs de risque, c'est important parce qu'en fait, on va en tenir compte pour la prise en charge et c'est là-dessus que va être basé le traitement, la prise en charge des patients, puisque en fait, presque le principal problème de ces colites-là, c'est leur récurrence, les risques de récidive. Donc là, on voit sur ce tableau de la SPILF repris avec les recommandations à ECNID, les facteurs de risque associés aux récurrences de Clostridium. Donc, il y a l'âge, plus de 65 ans. Bon, ça, on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Il y a le fait d'avoir déjà eu un épisode de colite à Clostridium, le fait que ce soit un épisode lié aux soins ou que le patient a été hospitalisé dans les 3 derniers mois. Et ensuite, le fait qu'il y ait une antibiothérapie systémique concomitante après le diagnostic. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un diagnostic de colite à Clostridium, il faut se reposer la question de pourquoi il y a une antibiothérapie qui est prescrite. Est-ce qu'elle est vraiment indiquée? Est-ce qu'elle nécessite d'être poursuivie? Parce que notamment, on parle souvent de raccourcir les durées d'antibiotiques. Peut-être que en fait, l'antibiothérapie peut être stoppée. Et il y a également les traitements par IPP pendant ou au décours du diagnostic qui sont retrouvés comme facteurs de risque. Et donc, il faut se poser la question d'arrêter les IPP si c'est possible, revoir l'indication qui est parfois un petit peu excessive. Donc, dans les mesures générales, toujours se reposer la question de est-ce qu'on peut arrêter l'antibiotique, est-ce qu'on peut arrêter les IPP, et pour rappel, pas de ralentisseur du transit dans ce cadre-là. Et donc, je voulais quand même un peu vous parler du traitement, même si ça ne faisait pas partie du questionnaire. C'est sur la diapo qui suit. Si tu peux me changer. Merci.
Alors, donc ça, c'est basé sur les dernières recommandations de l'ECMID, les traitements proposés pour le Clostridium difficile. Donc, je voulais vous en parler parce que ça a quand même changé sur les dernières années, puisque jusqu'à maintenant, c'était beaucoup quand même le métronidazole en première intention. Les dernières recommandations déjà parlaient de modifications, mais les pratiques n'ont pas été encore très très modifiées. Donc pour vous redire que donc désormais le traitement qui est recommandé dans ces recommandations en première intention, c'est la fidaxomicine pendant 10 jours avec une alternative qui reste proposée de vancomycine, donc de la vancomycine Peros. Et vous voyez le métronidazole, il est proposé uniquement en option en alternative lorsque les autres options ne sont pas réalisables. Donc, juste pour dire quelques mots sur le métronidazole, pourquoi il n'est plus dans les premières... Si tu peux juste, j'avais mis des petites animes, désolé, recliquer. Pardon. Donc juste, il y a des études qui montrent en fait une efficacité moindre du métronidazole par rapport à la vancomycine. Donc notamment dans cette étude qui a été publiée dans le CID, le métronidazole a une efficacité de 73% contre 81% pour la vancomycine Peros, mais surtout en fait c'est retrouvé comme facteur de risque de récurrence de colite à Clostridium. Donc globalement, on n'est plus censé le prescrire pour des colites à Clostridium et on le fera préférentiellement si le reste est vraiment trop compliqué à faire. Mais donc, c'est vraiment plus un traitement à favoriser en première intention. Et donc, tu peux refaire un petit clic. Donc maintenant, dans ces recommandations, c'est la fidaxomicine qui est marquée en première intention et la vancomycine en alternative. Alors, quelques mots. Globalement, la fidaxomicine qui a été comparée à la vancomycine Peros, l'efficacité est similaire. Globalement, 88% pour la fidaxomicine contre 86% pour la vancomycine. En fait, surtout, c'est qu'il y a moins de récurrence sous fidaxomicine et également moins d'impact sur le microbiote. Donc, c'est pour ça que ça a été choisi en première intention. Alors, le prix n'est pas vraiment comparable. La fidaxomicine coûte bien plus cher qu'un traitement par vancomycine. Alors, quand on parle de la prise en charge globale du patient, ça devient assez intéressant si on compte les hospitalisations, les récurrences, là ça devient comparable. Mais effectivement, on n'en est pas, alors ça doit dépendre vraisemblablement des centres, mais on n'en est pas venu à prescrire de la fidaxomicine pour chaque épisode de colite à Clostridium difficile. Mais l'intérêt étant surtout sur la récurrence, je pense que c'est vraiment à discuter en première intention quand il y a des facteurs de risque de récurrence. Et donc, notamment, par exemple, on avait parlé de l'antibiothérapie qui doit être stoppée si possible. Et donc, si on commence à cumuler les facteurs de risque, dont l'antibiothérapie qui ne peut pas être stoppée, c'est peut-être la place de la fidaxomicine, en tout cas à discuter en première intention. Donc voilà, en fonction des pratiques des centres, la fidaxomicine ou la vancomycine. La vancomycine, il y a une petite difficulté, notamment pour les prises en charge au domicile de reconstitution. Nous, on a la pharmacie hospitalière qui les reconstitue. Donc, pour les patients qui sont au domicile, par exemple, pour qui on a pu stopper l'antibiothérapie, on les fait venir à la pharmacie hospitalière pour chercher la vancomycine qui est déjà reconstituée, qui a 125 mg 4 fois par jour pendant 10 jours. Donc voilà sur les différentes places. Après, je ne vous parle pas des récurrences, mais on s'oriente assez régulièrement, notamment quand il y a plusieurs épisodes de récurrence, vers les transplantations de microbiote fécal. Et donc, juste pour vous rappeler que par rapport à l'efficacité, comment on l'évalue? On ne s'attend pas à ce que les patients n'aient plus de diarrhée le lendemain du début du traitement. Donc, l'efficacité, on ne l'évalue pas avant J3. Et l'efficacité, elle est clinique, c'est sur la disparition des diarrhées. Et donc, ça ne sert à rien de faire un contrôle microbiologique, de recontrôler. Vous risquez d'avoir des tests qui restent positifs. Donc, c'est vraiment l'efficacité sur les diarrhées. Voilà, je vous ai dit à peu près le principal que je voulais vous dire sur les colites à Clostridium, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, merci Pauline pour ce panorama assez complet. Alors, juste une toute petite précision. En plus, j'ai vu que ça avait été noté dans les remarques que j'ai vu passer. Effectivement, le problème, tu l'as déjà évoqué, c'est le problème de l'accès de la fidaxomicine
notamment pour les patients dans les EHPAD. C'est un problème qui est récurrent. Et comme c'est quand même aujourd'hui positionné en première position, ça veut dire que si on veut avoir la fidaxomicine, soit il faut adresser le patient à l'hôpital, soit il faut trouver des filières particulières à avoir. Voilà, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas facile. Je pense que il risque d'y avoir j'espère en tout cas, des modifications concernant l'accès et la commercialisation dans le courant de l'année prochaine, pour que ça puisse être disponible en respectant évidemment des règles de bon usage, mais pour que ça puisse être disponible dans les EHPAD où on sait que les problèmes de colite à clostridioïdes difficile peuvent être assez fréquents. Moi, à mon sens aussi, Eric, c'est un des avantages de la Fidaxo qui n'est pas trop étudié dans les études parce qu'on randomise les traitements, on contrôle aussi un peu mieux leur distribution. Mais la Fidaxo, c'est quand même bien plus simple à prendre. Il y a moins de prises, 2 fois moins de prises par jour. Et c'est une forme qui est dédiée à la voie orale d'emblée. Donc, c'est sûr que ça coûte plus cher. Tu l'as très, très bien dit, très, très bien présenté, Pauline. Mais il y a aussi vraisemblablement quand même des avantages simplement du fait que c'est un médicament qui est créé réellement pour traiter la colite à clostridioïdes, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas d'action chez, je ne sais même pas qui c'est qui le fabrique, mais c'est vrai que c'est des comprimés, donc c'est plus simple à prendre quand même pour les patients. Alors, pas ceux qui n'ont pas de dents, des fois, enfin, pas de bonne capacité pour avaler. Ok. Merci beaucoup, Pauline. J'ai Anne Loté à lever la main. Je ne sais pas, Anne, si tu voulais intervenir? Oui, en fait, c'était pour dire la même chose. C'était, comme je l'avais marqué en remarque écrite, c'est la limite de ce genre de recommandation, c'est qu'elle est inapplicable. Les patients en ville, les patients en EHPAD, même, quand bien même ils pourraient aller à la pharmacie hospitalière, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, ça ne peut être prescrit que par un médecin hospitalier. Enfin, c'est juste inapplicable, quoi. Difficilement applicable, ouais, c'est ça. Elle a bien dit, Pauline, et Eric, après, c'est vrai que c'est la grande limite de ces recos, c'est qu'il faut carrément créer un circuit avec l'hôpital pour que les patients puissent avoir le meilleur traitement, quoi. Ok. Sauf si Cécile veut rajouter quelque chose, je donne la parole à Camille Fourcade qui va nous parler de la question 3. Camille, toi, c'était des situations, en fait, on va dire, qui peuvent poser problématique quand on reçoit certains résultats de microbiologie. Exactement. Alors, je vais essayer de mettre le diaporama en place. Donc, je me présente aussi, je suis Camille Fourcade, je suis infectiologue à Toulouse. Et donc, la troisième question, en fait, présenter plusieurs situations avec des résultats microbiologiques. Alors, Camille, juste 15 secondes, si ça ne t'embête pas, le temps que j'affiche ton diaporama. On a une question, je pense, qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais c'était sur Vanco, prescription hospitalière, et la réponse est oui. La vancomycine comme la fidaxomicine sont 2 molécules pour traiter les colites à Clostridium. C'est par rapport au topo précédent. Sont des médicaments qui doivent être prescrits par des médecins hospitaliers. Donc, pour avoir les 2 thérapies, on va dire, de référence désormais de la colite à Clostridium, comme l'a dit Hélène, comme l'ont dit Hélène et Eric, comme l'ont dit, Pauline et Eric, et ensuite Anne, la prescription est forcément hospitalière et la délivrance aussi d'ailleurs, donc ça devient rapidement compliqué. Excuse-moi Camille, normalement tout le monde doit voir. La Vanco, elle est dispo en pharmacie de ville, mais du coup, elle n'est pas du tout formulée pour que ce soit pratique pour les patients, donc c'est quand même pas mal de se rapprocher de la pharmacie hospitalière. À toi Camille. Ok. Donc, la question 3, vous présentez plusieurs situations avec des résultats microbiologiques et on vous demandait dans quelle situation on devait prescrire d'emblée des antibiotiques. Donc, la première proposition, je te laisse changer de diapo, Romric. Ça marche? Oui, c'est bon. La première proposition, c'était est-ce que la présence de Candida albicans à plus de 10 puissance 5 UFC par millilitre dans les urines chez un patient sondé à demeure suffisait à elle seule de prescrire un traitement anti-infectieux. Donc, je voulais déjà parler de la leucocyturie,
qui n'est pas présente dans cette proposition, mais chez un patient sondé, on nous le pose souvent comme question, elle n'a aucun intérêt à regarder, même si elle vous est donnée. La bandelette urinaire également ne doit pas être réalisée chez un patient sondé. Pour la deuxième proposition, donc le nombre de colonies dans les urines, elle n'a également aussi qu'un faible intérêt, même si dans les recommandations, le seuil de 10 puissance 5 UFC par millilitre est souvent rendu comme un seuil de bactériurie significative. En général, nous, on utilise la clinique, et même si la bactériurie est inférieure à ce seuil et on sait que le patient a une infection urinaire, on va quand même utiliser ce germe pour le faire. La troisième chose, c'est le micro-organisme qu'il y a dans les urines. Et ici, c'est un Candida albicans. Donc, c'est un champignon et dans les urines, c'est le troisième pathogène qui est isolé. Alors, il est surtout isolé en contexte nosocomial chez des patients avec des ECBU sur cathéter, un peu moins en ville. Les facteurs de risque de la présence de ce Candida dans les urines, c'est d'avoir eu une antibiothérapie préalable, donc d'avoir un cathéter urinaire, d'être diabétique, d'avoir une neuropathie sous-jacente, d'avoir une néoplasie, d'avoir un âge avancé et également aussi d'être hospitalisé dans une unité de soins intensifs. Diapo suivante. Donc, quand on a ce résultat, il y a deux situations. La plus fréquente, dans la majorité des cas, presque à 95% des cas, la candidurie est asymptomatique. Donc, en aucun cas, il faut traiter cette candidurie. La seule exception, c'est quand c'est asymptomatique et qu'il doit y avoir une chirurgie sur les voies urinaires. À ce moment-là, il faut stériliser les urines et en général, on utilise, si c'est sensible, le fluconazole par voie orale quelques jours avant la chirurgie et puis on la poursuit quelques jours après la chirurgie. Dans de faibles situations, la candidurie est symptomatique. Alors, les symptômes, ce sont les mêmes que pour les infections urinaires bactériennes. Et à ce moment-là, on doit traiter donc cette candidurie symptomatique. Le traitement de choix, c'est le fluconazole, qui a une bonne diffusion dans les urines et au niveau de la vessie. Et je voulais insister, même si ce n'est pas dans la proposition, c'est que les échinocandines comme la caspofungine et l'amphotéricine B liposomale, qui est l'ambisome, n'a pas de diffusion dans les urines ni dans la vessie et donc ne doit pas être utilisée dans les infections urinaires à candida. Je voulais aussi rappeler l'importance de faire des hémocultures pour voir si le patient est candidémique. Ah, t'as passé, ouais. Et l'importance de faire une imagerie. Souvent, il peut y avoir des infections urinaires, des fungus balls, ce qui va obstruer les voies urinaires. Et donc, l'imagerie va permettre de mettre en évidence des obstructions et de temps en temps nécessiter un traitement urologique. Et enfin, un point très important, c'est que quand un patient est sondé, qu'il a une candidurie symptomatique, il faut changer les urines 24 heures après un traitement efficace. Et dans les candiduries asymptomatiques, le fait simplement de changer la sonde urinaire peut éradiquer la bactérie, le champignon. Donc ça, c'était pour la première proposition. Donc il fallait ne pas mettre en place un traitement anti-infectieux devant une candidurie chez un patient sondé. La deuxième proposition, est-ce que la présence d'un staphylocoque doré méticilline résistant sur une plaie chronique du pied chez un patient diabétique suffisait à elle seule de mettre en place un traitement anti-infectieux? Donc, la première chose à savoir, c'est que staph doré, qui soit méticilline sensible ou méticilline résistant, ce sont deux staphylocoques dorés qui ont la même virulence. Donc, il ne va pas y avoir une situation différente d'une autre pour interpréter le prélèvement microbiologique. Les plaies chroniques, que ce soit chez le patient diabétique ou d'autres patients, elles sont colonisées à 100% des cas par plusieurs micro-organismes. Les plus fréquents sont les staphylocoques coagulase négatives, les staphylocoques dorés, les streptocoques, les pseudomonas aeruginosa, les entérobactéries, les corynébactéries, etc. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas faire d'écouvillon de ces plaies colonisées quand on n'a pas de signe ou de suspicion d'infection.
il faut rechercher, enfin, il faut, à l'examen clinique, retrouver plusieurs associations de signes qui peuvent faire évoquer une infection. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Ce sont les douleurs inhabituelles de cette plaie au niveau ou en périphérie. C'est un arrêt de la cicatrisation de la plaie ou un tissu de granulation friable. C'est une augmentation rapide de la taille de la plaie ou la présence d'un exsudat. De plus, il a un caractère purulent et ou présence de nécrose. Et si, bien sûr, il y a des signes généraux d'infection. Donc, si on ne fait pas des couvillons, il faut faire des soins locaux, ne pas mettre d'antibiothérapie, demander un avis spécialisé à un infectiologue ou à un spécialiste des plaies et cicatrisation et faire un prélèvement et de temps en temps, s'il n'y a pas de signes généraux, attendre les résultats du prélèvement. Comment faire le prélèvement? Donc, soit il y a présence de pus ou d'une collection, donc on va utiliser une aiguille pour recueillir le pus. Ou alors, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de pus, il n'y a pas de liquide à prélever. À ce moment-là, à l'aide d'un scalpel ou d'une pince stérile, après nettoyage au savon doux, on va réaliser une petite biopsie tissulaire. Donc, sur cette question, la présence d'un staphylocoque doré métillaire sur une plaie chronique ne doit pas entraîner d'emblée un traitement anti-infectieux. Et je voulais présenter sur cette carte d'Europe la situation française de présence de staphylocoque méticilline résistant. Donc, la France se situe en orange, donc on est avec une prévalence de 10 à 25%, ce qui est moins bien que certaines années. Et donc, il faut toujours prôner l'utilisation du sérum hydroalcoolique et les précautions standards et contact s'il y a présence d'un staphylocoque doré méticilline résistant. Diapo suivante, je vais parler de la troisième situation. Donc, c'était la présence d'un Pseudomonas aeruginosa à plus de 10 puissance 5 UFC par millilitre dans les expectorations. Donc, les Pseudomonas aeruginosa sont des bactéries opportunistes, ubiquitaires. Elles sont présentes dans l'environnement, en particulier dans le milieu hospitalier. Ce sont des bactéries qui ont beaucoup de résistance, beaucoup de mécanismes de résistance. Et donc, la pression antibiotique entraîne une augmentation des résistances et une émergence de souches qui peuvent être multirésistantes. Et ces bactéries peuvent coloniser les voies respiratoires. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque. Les principaux, c'est d'avoir une maladie respiratoire sous-jacente. Les principales pathologies sont la mucoviscidose, les BPCO et les dilatations des bronches. Mais il peut y avoir des colonisations à Pseudomonas aeruginosa chez les patients qui ont des hospitalisations prolongées en réanimation avec une ventilation mécanique et chez les patients immunodéprimés. Donc, le fait d'avoir un Pseudomonas dans les expectorations ne nécessite pas en lui-même la mise en place d'une antibiothérapie. Il faut qu'il y ait vraiment des signes cliniques qui peuvent faire évoquer qu'il y a une infection pulmonaire ou une exacerbation bronchique nécessitant une antibiothérapie. Et dans ce cas-là, il y a des recommandations sur les BPCO qui sont connues, Gold 2018, et il faut vraiment qu'il y ait des signes de dyspnée d'effort, de dyspnée au moindre effort, d'expectoration franchement purulente, parce qu'il y a beaucoup d'exacerbations de BPCO qui sont pas forcément d'origine infectieuse, et si elles sont d'origine infectieuse, elles sont en général d'origine virale. Donc pour l'instant, l'ensemble des propositions ne nécessitait pas la mise en place d'un traitement anti-infectieux. Romaric, la diapo suivante, s'il te plaît. Et pour illustrer le propos, sur cette carte d'Europe aussi, je voulais vous montrer les proportions de Pseudomonas multirésistants, donc en Europe et en France, où la prévalence est faible et qu'il faut essayer de préserver. Diapo suivante, Romaric, s'il te plaît. Les deux dernières propositions étaient sur des hémocultures et la présence d'un micro-organisme. Est-ce qu'en lui seul, il peut faire débuter ou pas une antibiothérapie? Alors, la première chose qui est importante de faire, c'est comment faire des hémocultures, en fait, pour éviter les erreurs d'interprétation. Donc, comment prélever des hémocultures? Je pense que c'est important de rappeler qu'il faut le faire avant une antibiothérapie et qu'elle ne doit pas faire retarder cette antibiothérapie s'il y a des signes de gravité.
Il ne faut pas attendre d'avoir un pic fébrile pour prélever des hémocultures. La bactériémie, elle est intermittente dans le temps et elle est aussi présente hors des pics fébriles. Comment prélever? Alors, le prélèvement, il se fait sur une ponction veineuse et les prélèvements standards qui sont recommandés, c'est de faire 2 à 3 paires en une seule fois sur un prélèvement unique. Et ce qui est important, c'est que les flacons soient bien remplis, environ 10 minutes par flacon. Et c'est ça qui va augmenter la sensibilité de nos tests. Il y a 2 autres types de prélèvements. C'est quand on a une suspicion d'infection d'un cathéter central. Ou alors, il faut faire des hémocultures appariées, donc c'est-à-dire de faire un prélèvement standard sur une ponction veineuse et des hémocultures sur le cathéter central. Et il faut essayer de les faire dans le même temps, à moins de 10 minutes d'intervalle. Et le troisième type de prélèvement d'hémoculture, c'est quand il y a une suspicion d'endocardite. Donc, on fait un prélèvement unique standard et on essaye de le répéter une deuxième fois, voire une troisième fois, mais pas plus. Diapo suivante. Donc, une fois qu'on a bien fait ces prélèvements d'hémoculture, c'est plus facile d'interpréter. Il y a 2 types de bactéries. Il y a des bactéries pathogènes. Et ces bactéries pathogènes, s'il y a un seul flacon qui pousse sur les 2 paires ou 3 paires qu'on a réalisées, bah, du coup, il faut débuter le traitement d'emblée sans attendre l'antibiogramme. Donc, ces micro-organismes sont le Staphylococcus doré, c'est le Staphylococcus lugdunensis, qui est un staphylococcus blanc, mais qui a une virulence identique au staphylocoque doré. Ce sont l'ensemble des entérobactéries, dont la Klebsiella pneumoniae. Ce sont les Pseudomonas aeruginosa dans les hémocultures. Ce sont les acinetobactères, les Stenotrophomonas mantophila et les champignons, les candidats. Alors, il y a marqué Candida albicans, mais tous les candidats nécessitent de débuter un traitement antifongique d'emblée. Les bactéries commensales sont des bactéries qui sont présentes sur la peau ou dans l'environnement et qui peuvent contaminer un flacon d'hémoculture. Donc, si nous avons un seul flacon positif à une de ces bactéries, Staphylococcus epidermidis, autre staphylocoque coag négatif, Bacillus corinébactérie, on ne doit pas traiter d'emblée un flacon positif. Il faut bien sûr prendre en compte la clinique, réévaluer le patient et renouveler les hémocultures si vraiment on a un doute sur le terrain, sur l'histoire médicale, qu'il peut y avoir une infection à cette bactérie, en particulier pour les staphylocoques epidermidis, si on suspecte une infection de matériel, de cathéter, de pacemaker, de prothèse cardiaque ou orthopédique. Si vraiment on a un doute, il faut répéter les hémocultures. Et s'il y a des signes de gravité, en discuter avec un infectiologue, mais pourquoi pas débuter un traitement. Ça, c'est au cas par cas, mais en général, un flacon ne doit pas nécessiter un traitement d'emblée. Et la Klebsiella pneumoniae, qui était une proposition, c'est une entérobactérie pathogène. Un seul flacon doit nécessiter un traitement. Et les portes d'entrée peuvent être multiples, urinaires, digestives, pulmonaires ou cathéter. Donc, il faudra rechercher effectivement la porte d'entrée de façon clinique ou d'imagerie. Voilà pour l'ensemble des réponses à cette question. Et j'avais terminé aussi par une petite carte épidémiologique où là, il y a un intérêt à vous montrer, c'est que les entérobactéries, en particulier les Klebsiella pneumoniae, sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Presque environ un quart, surtout en milieu hospitalier, surtout dans les prélèvements pathogènes. Et donc, il faut avoir ce chiffre en tête pour utiliser les antibiotiques avec précaution et désescalader dès que possible. Ok, merci beaucoup Camille. Je ne sais pas si Eric veut rajouter un mot. Non, je pense qu'on va enchaîner parce qu'on est un petit peu pris par le temps. On va donner la parole à Anne. D'accord. Donc Anne, elle va nous présenter un questionnaire qui a pas connu comment dirais-je, un taux de réussite très bon, même c'est celui qui a le moins bien marché. Mais on a de la chance avec Anne Loté, puisqu'elle est à la fois infectiologue et hygiéniste. Donc on imagine qu'elle va pouvoir nous apporter les éléments de réponse qui permettront à l'avenir de corriger le tir. Anne, en quelques mots, je décris les réponses. Toi, c'était des questions sur les précautions de contact. Donc, il y avait plusieurs questions.
Est-ce qu'il fallait systématiquement contrôler l'éradication du portage d'une BMR? Donc ça, les gens, ils savaient à peu près, hein, plus de 80% de bonnes réponses. Par contre, devant une toux, des diarrhées, des vésicules cutanées, l'étiologie doit être… donc, pour faire simple et te laisser la parole pour ne pas perdre de temps, à part cette première question, toutes les questions que tu vas aborder avaient un taux de réponse inférieur à 50%. Alors, j'exagère un peu. Il y avait une question qui dépassait d'un petit peu, mais moins de 60%. Donc, on a besoin de ton éclairage sur les différentes choses. J'ai besoin de 3 secondes si tu veux commencer à te présenter, Anne, pour lancer. Oui, bonjour. Donc, je suis Anne Lauté, je suis médecin infectiologue et hygiéniste. Et je vais peut-être commenter le commentaire tout de suite. Je crois une des raisons pour lesquelles on a eu si peu de bonnes réponses, c'est que peut-être la formulation des questions n'était pas toujours limpide. Alors, je ne dis pas ça parce que ce n'est pas moi qui les ai posées, mais on m'a demandé d'argumenter les réponses et en lisant les questions, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu alambiqué et que ça peut en partie expliquer un taux de bonnes réponses catastrophique. Je m'excuse de ne pas les avoir reprises en histogramme dans mon argumentaire de réponse. J'espère quand même qu'on va savoir à quel item je réponds au fur et à mesure. Si jamais on a besoin de précision, je me permettrai de revenir sur la question abordée. Ok, bah vas-y. Alors, la première diapositive répondait à la question de savoir si l'application des précautions standards était le moyen le plus simple pour limiter la transmission d'agents pathogènes. La réponse attendue était bien évidemment oui, pour la bonne raison que les précautions standards, c'est comme son nom l'indique en bon français, un standard, c'est le minimum syndical de la qualité, hein, c'est pas standing. Standard, c'est ce qui s'applique à tout le monde, pour tout le monde, tout le temps. Et pour ceux qui ont fait un petit peu d'hygiène, ça concerne effectivement toutes les mesures que l'on met en place pour s'opposer à la transmission croisée des microbes d'un patient à l'autre en passant soit par un objet relais, soit par l'environnement, les surfaces autour de lui, soit plus certainement par les mains des soignants qui vont d'un patient à l'autre. Et ces précautions sont dites standards parce qu'elles s'appliquent à tout le monde, indépendamment du statut infectieux du patient, et que leur efficacité a été parfaitement démontrée dans de nombreuses études selon vraiment des méthodologies de evidence-based medicine, sauf que vu qu'on les applique assez peu souvent, on a tendance à penser qu'elles ne marchent pas, mais quand on les applique, ça fonctionne. Vas-y, diapo suivante, s'il te plaît, je crois que c'est une sorte de doublon. En fait, non, voilà. Les précautions standards, c'est les 5 piliers de la sagesse. Hein. Avant tout et par-dessus tout, l'hygiène des mains par la friction hydroalcoolique avant chaque contact avec le patient, avant chaque geste aseptique et au plus près du geste, après tout contact avec un liquide biologique, même quand on a porté des gants, et après tout contact avec le patient. Si déjà on fait ce strict minimum-là, on voit que dans une consultation médicale standard, on a déjà 3 opportunités de friction hydroalcoolique des mains, ce qui suffit en général à faire en sorte que quand on va ensuite toucher son ordinateur, on ne ramène pas les microbes commensaux de la peau du patient sur son clavier. Le deuxième volet de ces précautions standards, c'est l'ensemble des mesures de protection physique qui font barrière à la contamination, surtout des soignants, là pour le coup, puisqu'on leur demande de porter des gants pour tous les contacts avec des liquides biologiques. J'ai bien dit liquide biologique, hein, il ne s'agit pas du tout des contacts en peau saine. Un masque de soin dans toutes les situations qui risquent de résulter en une projection au visage d'un liquide biologique, et ça s'accompagne à ce moment-là de visière, mais également quand on est soi-même porteur d'une infection ORL traduite par de la toux et des éternuements. Il n'est pas nécessaire d'avoir une PCR Covid pour que le port du masque de soin en cas de rhume soit recommandé. Et de même, on protège sa tenue contre tous les risques de souillure. Tout ça, ça fait partie du standard. Ce n'est pas pour des patients en isolement, c'est dans les soins quotidiens. L'hygiène de l'environnement et le bio-nettoyage des surfaces qui entourent le patient ou la zone de soins font partie des précautions standards, de même que la gestion adaptée des déchets en général et la prévention des accidents exposant au sang. Vas-y, diapo suivante.
Voilà, donc ça c'était, je crois que c'est pas la version la plus actuelle. J'avais, me semble-t-il, il y avait quelque chose d'un peu plus illustratif, mais peut-être que Eric, tu ne les as pas intégrés. Peu importe. Le contenu est à peu près le même. La question, donc, on comprend que si toutes ces mesures sont appliquées tout le temps, évidemment, on va faire barrière à la. Non, c'est vraiment pas la bonne, c'est pas vraiment pas le bon diaporama. Je le regrette, enfin peu importe. Si on fait toutes les précautions standards appliquées tout le temps, vont effectivement s'opposer à la transmission, on va dire banale, ordinaire des germes des patients connus infectés ou pas. Il faudra en faire un petit peu plus chez les gens qui présentent des situations particulières, ce qui nous amène à la question des bactéries multirésistantes ou bactéries hautement résistantes émergentes, qui sont à suspecter devant certains facteurs de risque. Et ça répond à la question numéro 2, qui était l'identification d'un patient à risque de portage de BHRE relève de l'interrogatoire initial du patient qui conditionne la recherche de portage digestif par écouvillonnage rectal. Donc, c'est ce que je voulais dire par question peut-être un petit peu alambiquée. En gros, effectivement, il faut commencer par repérer des facteurs de risque de portage de ces BMR ou BHRE avant de faire un écouvillonnage rectal, parce qu'il n'est pas nécessaire de rechercher une BHRE chez tout le monde. Mais on faut le suspecter chez des gens qui reviennent d'un séjour à l'étranger, qui sont hospitalisés de façon itérative ou prolongée, qui ont reçu des antibiotiques dans les 6 derniers mois de façon significative. Et bien évidemment, s'ils ont été en contact avec un patient connu comme étant porteur des BMR ou de BHRE. Et ce dépistage, quand il est indiqué après interrogatoire médical, se fait en fonction du site de portage, c'est-à-dire qu'on va faire un écouvillonnage nasal si on suspecte un portage de staphylocoque doré résistant à la méticilline. On va faire un écouvillonnage rectal si on suspecte un portage de bactéries multi ou hautement résistantes digestives. Dans tous les cas, c'est effectivement une prescription médicale qui doit se faire avec le consentement du patient et après lui avoir donné une explication claire sur le sujet. Et je réponds un petit peu de cette façon dans cette diapositive à la question suivante qui était: je contrôle systématiquement l'éradication d'un portage par un ECBU. La réponse attendue était bien évidemment non, puisque on peut stériliser des urines après avoir traité une infection urinaire. Il en va tout autrement par du portage digestif de ces germes, dont je rappelle qu'il s'agit d'entérobactéries commensales qui, pour une raison ou pour une autre, ont développé des résistances aux antibiotiques et qui vont rester néanmoins des commensales du tube digestif. Il faut savoir que ce portage peut durer des mois, voire des années chez certains patients, a fortiori s'ils sont régulièrement soumis à des pressions de sélection antibiotiques, et que donc BMR un jour, BMR toujours, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler en cas de réhospitalisation qu'un patient qui a été connu porteur d'une BMR, a fortiori d'une BHR à la précédente, est suspect jusqu'à preuve du contraire de l'être toujours quand il revient. Diapositive d'après. Donc, allô? On a coupé le diaporama. Ah oui, je te remets effectivement, j'ai trouvé un diaporama plus récent, je vais te le relancer immédiatement. Comme ça, tu retombes sur tes diapos. Je m'excuse, c'est de ma faute, c'est pas de la faute d'Eric. Je disais rien. Mais... Non, mais c'est à Eric que je les avais envoyés, donc Vous m'avez un peu perdu, par contre, tous les deux. Donc, hygiène, je pense que c'est celui-là. Hop. On en est là, non? Voilà. Tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, c'était une façon un tout petit peu plus, peut-être plus... Voilà. Donc là, les précautions standards dont on a parlé en premier ne sont pas toujours suffisantes, et à ce moment-là, il est question de leur surajouter ce qu'on appelle des précautions complémentaires, par définition vraiment étymologique, ça veut dire qu'ils viennent en plus. Et ces précautions vont dépendre du mode de transmission de l'agent infectieux qu'on cherche à contenir. Quand c'est transmission manuportée ou par le contact avec des instruments, il s'agira donc de précautions contact. La transmission aérienne, selon la taille de la particule et des gouttelettes ou des molécules d'air qui les transportent, dépendra un petit peu de l'intensité de la protection respiratoire. Dans tous les cas, comme je vous disais, ça se surajoute aux précautions standards. Donc, dans tous les cas, c'est précautions standards plus
Pour le contact, chambre individuelle, individualisation du matériel, protection de la tenue, non pas seulement pour les gestes à risque de souillure avec des liquides, mais pour tous les actes de soins, et considérer tous les déchets comme des dasseries. Vous noterez qu'il n'y a pas plus de port de gants quand on est en précaution contact que pour les précautions standards. Il n'est pas recommandé, il n'est pas nécessaire de porter des gants, sauf dans une situation tout à fait particulière qui sont les précautions liées à la gale. Et la deuxième, on peut accepter le port de gants pour les précautions liées à Clostridium difficile, puisque la friction hydroalcoolique ne suffit pas à éradiquer les spores de Clostridium difficile. Les transmissions par gouttelettes vont nécessiter le port d'un masque de soins dès qu'on est à moins de 3 mètres du patient, qui doit être en chambre individuelle. Et quand il s'agit d'agents transmissibles par des aérosols très fins, ce sont des précautions dites R qui s'appliquent. Et c'est donc un masque FFP2 qui est nécessaire. Diapo d'après. Et dans tous les cas, il est évident, comme cela était un petit peu sous-entendu dans les questions, qu'on adapte les mesures de prévention à la situation clinique. Or, les situations cliniques, c'est en général les premières choses que l'on voit parce qu'on ne fait pas des dépistages de première intention à tout le monde. Et une situation clinique qui est facile à identifier, c'est celle de la diarrhée. La diarrhée, ça peut vouloir dire qu'on a des entéropathogènes dans les selles. Après, il y a des diarrhées liées aux antibiotiques sans Clostridium, il y a des diarrhées liées à des chimiothérapies. Mais en première intention, on doit suspecter une diarrhée d'origine infectieuse et mettre en place immédiatement des précautions complémentaires de type contact pour éviter de transmettre ces entéropathogènes aux patients d'à côté. Et a fortiori, si on suspecte un Clostridium difficile, on va à ce moment-là renforcer le bionettoyage en utilisant des produits sporicides, puisque la plupart des produits usuels sont inactifs sur les spores de Clostridium, qui sont des modes de résistance bien connus. Donc, à la question, tout patient présentant une diarrhée sous antibiotiques nécessite la mise en place aussitôt que possible de mesures d'hygiène spécifiques. La réponse attendue était évidemment oui, puisque en première intention, on doit suspecter une infection à Clostridium difficile et mettre en place des précautions jusqu'à preuve de l'innocuité, enfin du contraire. Pour la même raison, quand quelqu'un tousse ou éternue, on a fort à parier qu'il est porteur de germes, on peut imaginer qu'il est transporteur de germes d'origine respiratoire, et quand il a en plus des vésicules qui laissent penser qu'il pourrait avoir la varicelle ou une autre forme d'infection au virus varicelle zona, on est face à un risque de transmission double, qui est donc respiratoire, en l'occurrence par des aérosols fins, donc avec des précautions de type R, et par contact direct avec les vésicules. Donc, pour les cliniciens, même s'ils n'ont pas encore fait de prélèvement et qui ne sont pas familiers avec les bactéries hautement résistantes, quelqu'un qui a une diarrhée, on peut mettre en place des précautions syndromiques sans documentation microbiologique. On doit le faire parce que il est toujours temps de les lever ensuite si notre intuition initiale s'avère négative. Donc oui, la question, une diarrhée des vésicules, on doit suspecter une étiologie infectieuse et mettre en place des mesures adaptées avant même d'avoir la confirmation diagnostique. Vas-y, la diapo suivante. Je pense que ça s'arrêtait là parce que je m'étais contentée de répondre aux questions. Le topic prévention de la transmission croisée en établissement santé, c'est toute l'hygiène hospitalière. Ça ne pouvait évidemment pas se résumer en 4 questions. Voilà. Je vais, si vous le permettez, donner la parole à Cécile Mourlin qui voulait peut-être rajouter quelque chose. On t'écoute, Cécile. Oui, juste un tout petit rectificatif, c'est que pour les précautions complémentaires, contact, Anne, tu as dit qu'on mettait tous les déchets en dasserie. Voilà, c'est vrai que en plus, l'Occitanie, on a pas mal travaillé sur la réduction des déchets et d'activités à risque infectieux, en recentrant bien. Et en fait, voilà, les dernières recos ne demandent pas. On fait le tri classique entre déchets non à risque infectieux et déchets à risque infectieux. On ne met pas tout en dasserie. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, là, on a été un peu perturbé au départ, même sachez que la SL2H a recentré et qu'on s'est fini de tout mettre en dasserie, y compris dans les prises en charge Covid. Mais voilà, c'était juste cette petite… Merci pour cette correction qui correspond effectivement à une actualisation très récente des recommandations. Le fait est que ça fait faire des économies à tout le monde. C'est une bonne idée de ne pas tout mettre en dasserie. C'était totalement abusif. En revanche, par contre, je ne sais pas si quelqu'un a une idée du… Alors,
outre le fait que les questions étaient peut-être pas étaient un peu ambiguës, c'est pas impossible, mais est-ce que vous avez tous l'impression que les médecins qui répondent à des quiz sur les antibiothérapies méconnaissent à ce point les précautions en hygiène? Ah, c'est pas notre point fort, hein. On va pas se mentir. C'est tout l'intérêt de la collaboration entre infectiologues et référents antibiotiques et hygiénistes. Voilà, je crois que quand on peut avoir les avis des uns et des autres, nous, hygiénistes, on a besoin de vous sur la partie prise en charge thérapeutique des infections et puis diagnostic, aide au diagnostic et inversement. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter quand on est face à avoir une bonne collaboration et une information des équipes opérationnelles d'hygiène de terrain qui pourront effectivement améliorer la… Moi, je suis un peu moins optimiste que toi, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit le libellé qui soit un peu… Peut-être une ou deux étaient un peu une était un petit peu tordue sur la chambre individuelle, mais bon, franchement, je pense que à part ça, voilà, c'était assez… Non, mais cela dit, c'est Pasteur qui disait qu'il est tellement plus facile de ne pas introduire des microbes dans une plaie que de s'évertuer ensuite à la traiter. Je pense que de manière générale, les responsables de bon usage d'antibiotiques peuvent faire passer, comme pour le topic suivant sur la vaccination, le message que ne pas transmettre des infections cliniques ou des bactéries multirésistantes, c'est quand même une façon tout à fait directe d'éviter d'avoir à recourir à des antibiothérapies complexes ensuite, quand même. Le bon usage des antibiotiques, c'est de ne pas utiliser d'antibiotiques. Donc, tous les moyens pour éviter cela sont bons. Après, concernant la méconnaissance des mesures d'hygiène, je pense que même Camille pourra en témoigner, puisqu'elle a aussi une activité au sein du CLIN, et qu'on s'aperçoit à travers cette activité que les médecins méconnaissent, médecins et chirurgiens, enfin en médecin général, méconnaissent beaucoup tout ce qui est précautions, mesures, contact, enfin tout ce qui tourne autour de l'hygiène est vraiment très méconnu. Voilà. Je confirme, j'essaye de les former, mais c'est difficile. Ok, Eric, ça va être à toi de prendre la parole. Je remercie, on ne l'a pas fait au tout début puisqu'on est parti un peu sur les chapeaux de roue, mais évidemment, on remercie à la fois le CRATB et le CEPIAS qui ont coordonné toutes ces actions. CEPIAS côté hygiène, Cécile nous le disait, c'est elle qui a piloté ce groupe en coordination avec toi, Eric. Pour le côté CRATB, donc on a marché main dans la main, infectiologue et hygiéniste, et je disais, bon, Anne Loté, elle s'est serré la main à elle-même, donc comme quoi il y a un certain nombre qui font les deux. Si tu veux, pendant que tu te présentes, Eric, je vais lancer tranquillement ton diaporama, enfin tranquillement, je vais essayer de lancer ton diaporama. Pardon, je reprends juste un peu la parole pour dire qu'il y avait aussi l'Omédite, parce que je crois que Monique est avec nous et qu'elle a beaucoup œuvré, notamment si on a eu ce questionnaire Absolument. Ouais. En ligne, c'est grâce à elle. Voilà, mais Eric, tu l'aurais sans doute relevé. C'est vrai que te laisse la parole. Je m'excuse d'avoir oublié, d'autant plus qu'elle nous a montré aussi des statistiques et vous avez travaillé avec elle sur l'interprétation des données et ça devrait donner lieu normalement à un travail, Eric, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que toutes ces données colligées là, qui concernent au total plus de 5000 personnes, si on tient compte des usagers, des équipes de soins, des pharmaciens, des médecins, donc plus de 5000 réponses, je pense qu'il va falloir essayer de faire une synthèse de tout ça et de communiquer sur ces résultats. Donc moi, je vais vous parler de vaccination pour terminer. Alors, ma tâche est un peu plus aisée que celle de Anne et d'autres parce que le taux de réponse était très bon pour pratiquement tous les items qui étaient proposés donc, concernant la vaccination. Alors, le temps que tout soit installé, j'en profite moi aussi à mon tour pour remercier tout le monde. D'abord, toute l'équipe, c'est-à-dire Romaric Larcher qui est à Nîmes, qui œuvre en ce moment, qui a eu un peu le soutien de Paul Loubet à un moment donné, Pauline Lansalo donc, pour le centre hospitalier de Tarbes et de Lourdes,
Camille Fourcade, donc, qui était à la clinique Pasteur à Avenir, Anne Loté, qui est à l'ODEV et qui s'est présentée aussi, donc, qui est hygiéniste et infectiologue. Et puis un grand merci, franchement, à Cécile Mourlan, à toute l'équipe du CEPIAS et à toute l'équipe de l'Omédite. On ne serait pas là aujourd'hui sans eux. Hein. Voilà, il faut le dire. Et, Eric, je ne sais pas si tu m'entends, j'ai un problème avec ton diaporama que je n'arrive pas à lancer. Ah. Est-ce que tu peux le lancer de ton ordinateur si tu l'as, ou parce qu'il bug en fait, j'ai essayé de le Oui. Alors. Et je ne sais pas si c'est. Sinon, me le renvoyer très rapidement. Non, je peux l'ouvrir hein, éventuellement. Et Cécile, c'est bon, il peut partager son écran, Eric? Oui, normalement, Eric, en haut à droite, tu dois avoir la petite flèche partagée. Ouais, ok. Voilà, elle est activée si tu cliques dessus et tu vas pouvoir partager ton écran. Ça marche. Vous l'avez ou pas? Non. Encore. Hein. En haut à droite, ça marche quand tu cliques sur partager? C'est actif? Je vais vérifier quand même. Ouais, il y a écrit partager du contenu. Ok, mais est-ce que ça... Quand tu cliques dessus, ça marche? C'est bon là, vous l'avez là, non? Ah, ça y est. Ouais. Pas en plein écran, mais on l'a. C'est bon. Et là, c'est bon? Non, il faut que tu repartages à partir du plein écran. D'accord. Bon, alors. Oh, sinon, on peut le... Bon, c'est pas grave, passe-le comme ça. Ouais, je pense qu'on peut le voir. Hein. Ok. Vous l'avez là? On voit, mais pas la version plein écran. D'accord. Bon. Vous voulez que je passe en plein écran ou c'est suffisamment lisible ou pas? Non, c'est lisible, c'est bon. Bon. Donc, c'était pour reprendre quelques notions générales donc, sur la vaccination. Donc, il y avait plusieurs questions qui portaient sur l'intérêt de la vaccination des vaccins antibactériens, comme le vaccin antipneumococcique, et l'intérêt des vaccins antiviraux, et aussi de l'impact de la vaccination, évidemment, sur la consommation des antibiotiques, sur l'émergence de résistance aux antibiotiques, et globalement, l'intérêt de la vaccination sur la pression au niveau du système hospitalier. Alors, j'ai mis quelques exemples. Hein. J'ai mis vaccination, avec les vaccins d'actualité, on va dire, hein, qui sont le vaccin contre la grippe et anti-Covid. Donc, ces vaccinations ont pour but de prévenir, évidemment, les épidémies et aussi, vous le savez, pour le Covid, en cas d'épidémie, du risque de transmission, puisque la durée de transmission est raccourcie par la vaccination, même si on sait que les gens qui sont vaccinés peuvent être porteurs du virus, donc la durée du portage est diminuée, avec peut-être une charge virale plus faible, et aussi, surtout, ce qui paraît intéressant, c'est de prévenir les formes graves de ces maladies, que ce soit pour le Covid ou pour la grippe. Et donc, si ces formes graves ne se développent pas, il y aura évidemment une réduction du nombre d'hospitalisations saisonnières et par là même une diminution de la pression sur le système hospitalier, diminution évidemment des formes graves et notamment des patients qui vont aller dans les services de réanimation. Alors, la diminution de la consommation des antibiotiques et de l'antibiorésistance, est-ce que ça peut être un autre effet de la vaccination? Bien entendu,
puisqu'il y a d'abord un effet bénéfique quand on utilise des vaccins actifs contre les bactéries. Alors, contre le pneumocoque, alors, il y a peut-être des nuances, puisqu'on quand on utilise des vaccins contre le pneumocoque, on ne couvre pas toutes les souches de pneumocoque, toutes les valences, et qu'on peut avoir l'émergence de pneumocoque parmi les souches qui ne sont pas concernées par la vaccination, de pneumocoque résistants. Donc là, il y a des études concernant le pneumocoque qui sont un petit peu discordantes à travers la littérature. Et puis il y a d'autres bactéries pour lesquelles évidemment la vaccination est efficace, comme contre la coqueluche ou contre Haemophilus influenzae, qui permettent donc le développement de ces infections bactériennes et donc le recours aux antibiotiques pour les traiter. Alors ça a été surtout prouvé, il y a surtout beaucoup d'études de et après, il y a aussi l'effet des vaccins antiviraux. Et là aussi, il y a plusieurs façons de prévoir ou même de vérifier l'efficacité de ces vaccins sur la diminution de la consommation d'antibiotiques. D'abord, si on ne développe pas de grippe ou d'autres infections virales qui sont susceptibles de se surinfecter, on n'aura pas besoin d'antibiotiques, puisqu'il n'y aura pas besoin de traiter les surinfections. Et ça a été vérifié notamment chez les sujets âgés ou fragiles. Et puis, il peut y avoir un autre impact indirect, on pourrait dire, c'est la diminution de la prescription des d'antibiotiques excessifs. C'est-à-dire de donner des antibiotiques devant des tableaux qui sont des tableaux d'infection virale, mais pour lesquels on se dit finalement peut-être que c'est plus prudent de donner, de se dire à tort, que c'est plus prudent de donner des antibiotiques. Donc on n'aura pas cette... si l'infection virale ne se développe pas, on n'aura pas évidemment cette tentation de donner des antibiotiques quand il n'y en a pas besoin, et souvent d'ailleurs sous la pression de l'entourage ou de l'entourage des patients. Alors, du fait de la diminution de la consommation d'antibiotiques, on peut avoir l'étape suivante qui est la diminution du taux de résistance aux antibiotiques. Et là, je vous ai mis juste 2 références, mais c'est 2 références parmi tant d'autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vaccination contre les virus, et il y a un vaccin dont je n'ai pas parlé, et puis des études intéressantes qui montrent qu'aux États-Unis notamment, la vaccination de la mère contre le VRS, puisque c'est un virus d'actualité aussi, contre le VRS, permet de diminuer la consommation des antibiotiques chez les enfants. Diapositive, c'est moi qui passe. Suivante. Donc, l'impact de la couverture vaccinale des soignants, ça aussi, c'est important à l'échelle d'un établissement, mais j'allais dire, ça a un impact au niveau de la santé publique en général, puisque s'il y a un faible taux de vaccination des soignants contre les maladies virales respiratoires, il y a une augmentation des risques de transmission, évidemment, non seulement d'un soignant à l'autre, des échanges de virus entre les soignants, mais aussi d'un soignant vers un patient ou d'un patient vers un soignant ou de visiteurs. Donc, on insiste beaucoup là-dessus, et puis malheureusement, on s'aperçoit à travers les enquêtes chaque année que le taux de couverture vaccinale des soignants est faible, notamment contre la grippe et notamment chez les médecins en particulier. Et enfin, un dernier petit mot concernant les maladies chroniques et les vaccinations. Bien entendu, certains patients qui présentent des maladies chroniques ont un risque accru d'avoir des infections et de développer surtout des formes graves lors de ces infections. Alors, je vous ai mis un exemple là, qui est un exemple bien connu, c'est l'indication de la vaccination pour le pneumocoque. On sait que le vaccin antipneumococcique est indiqué dans un certain nombre de pathologies chroniques, donc, comme les insuffisances cardiaques liées à des cardiopathies génitales, les insuffisances cardiaques de façon générale, notamment chez les personnes âgées, les insuffisances respiratoires chroniques, bronchopneumopathie obstructive, emphysème, asthme sévère sous traitement continu, insuffisance rénale, hépatopathie chronique d'origine alcoolique ou non. Il faut savoir que toutes ces indications sont très méconnues des médecins qui prennent en charge ces patients, notamment des cardiologues, pour avoir fait des présentations là-dessus, et notamment d'autres
d'autres spécialistes qui prennent en charge des patients qui ont des pathologies chroniques. Je crois que c'était la dernière diapositive. Voilà, donc si vous avez des questions, que ce soit sur cette partie-là ou des commentaires, hein, les autres membres de l'équipe, de la team, là-dessus, ou des questions de façon générale chez les personnes qui participent au webinaire sur d'autres topos, n'hésitez pas. On a déjà largement dépassé le temps, donc voilà, tant que c'est ouvert. Pour revenir un peu, alors j'ai vu que Cécile avait à nouveau demandé la parole. Simplement, en quelques secondes, on avait pour Camille une question sur les seuils que je n'ai pas vu passer, enfin Camille ou autre, qui demandait en gros, est-ce que le seuil à 10 exposants 7 n'est pas non plus un argument à lui seul? Donc j'imagine qu'on parlait des seuils dans l'ECBC pour Pseudomonas aeruginosa. Mais tu as peut-être un petit peu répondu à la question. Enfin, si tu veux repréciser, Camille, peut-être. Oui, je reprécise. Effectivement, c'est la clinique qui prime. On est chez des patients colonisés et on a dit que avec la pathologie, plus la pathologie était ancienne et plus elle était grave, plus les colonisations pouvaient être importantes. Donc le seuil de 10 puissance 7, il n'est pas important. C'est vraiment des signes cliniques d'exacerbation ou d'infection pulmonaire qui nécessitent la mise en place d'une antibiothérapie. Ouais. Moi, en complément, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a beaucoup discuté ces dernières semaines avec Albert Soto, qui est notre chef de service à Nîmes et qui participe au groupe sur les recommandations des infections urinaires, hein, qui ont été actualisées à plusieurs reprises ces dernières années, qui sont plutôt bien mises à jour à chaque fois. Hein. Ils ont refait des choses ces derniers temps avec l'AFU, hein, sur la prise en charge des infections sur matériel. Et vraiment, ils sont en train de réfléchir à peut-être simplifier les choses, parce que globalement, le message qui ressort de l'analyse de la littérature, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'on peut retenir dès à présent, c'est que le seuil n'est jamais opposable à la clinique, en tout cas. Hein. Tout à fait. Et juste une petite précision aussi, puisqu'il y avait une question qu'a abordée Camille là, sur les plaies du pied du patient diabétique, pour dire qu'il y a des recommandations qui vont bientôt sortir, courant premier trimestre, auxquelles ont participé d'ailleurs les Nîmois. Voilà. Beaucoup de membres de l'équipe nîmoise, tant sur le plan microbio qu'infectiologique d'ailleurs. Eric, tu me dis si je me trompe, mais il y a spondylodicite qui est sorti, pied diabétique qui arrive et arthrite sur articulation native. Alors, spondylodicite, enfin, tout ce qui est infection disco-vertébrale sur matériel et hors matériel. Donc, le diaporama va être mis bientôt en ligne gratuitement, hein, en accès libre sur le site de la SPILF concernant donc les infections disco-vertébrales. Et le diaporama bientôt aussi sur les infections du pied diabétique avant la publication. Et je pense que la publication sur les infections disco-vertébrales sera disponible, je pense, dans un des numéros du premier trimestre de... Ouais, moi, j'ai une petite fuite, il est sous presse, donc ce sera en janvier. Voilà. Absolument. Et si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais juste dire que tu as dit que les médecins étaient mal vaccinés, c'est quand même les mieux vaccinés. Donc, peut-être c'est perfectible encore, hein, mais c'est sûr que… Par contre, ce que je pense qui est vraiment important, c'est que vous êtes des leaders et vous êtes des leaders dans les services et que pour que les infirmiers se vaccinent, pour que les aides-soignants qui sont… et les ASH qui sont finalement les gens les plus… Enfin, les aides-soignants, c'est les gens les plus proches des patients et c'est ceux qui risquent le plus de jouer ce rôle de vecteur et pour qu'ils se vaccinent et pour qu'ils aient confiance dans la vaccination. Voilà, je pense que vous avez vraiment un rôle et que voilà, faut se faire vacciner dans la salle de soins. Enfin, je sais pas, faut organiser un truc pour que vous puissiez justement avoir ce rôle-là parce qu'après tout, quelle est la meilleure? Enfin, je veux dire, si on voit que vous vaccinez alors que vous avez la connaissance, ça peut redonner confiance et faire couper court à toutes les fake news qui circulent, quoi. Donc, je pense que c'est important.
Bon, moi, Cécile, je suis vacciné Covid et grippe, hein, donc j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, j'ai plus qu'à tanner Oui, les gens. mais il faut que tu le fasses dans la salle de soins. Il faut que tu le fasses, tu vois. Ils vont mettre torse nu, quoi, c'est ça. Mais c'est devenu décevant, Pour faire, voilà, comme le ministre de la Santé qui fait en direct, vous aussi, vous devez vous vacciner dans vos services et l'afficher, quoi, pas discrètement à la médecine du travail ou entre collègues. Mettre des écrans partout dans les, les établissements qui passent en boucle les médecins en train de se faire vacciner. Ok. Si je peux me permettre une intervention, Bien sûr. cette exemplarité-là, elle marche avec les patients. Moi, là, en pratique de médecine générale, ils me disent, oh oui, mais tous ces vaccins, et je leur dis, je me vaccine chaque année contre la grippe depuis 25 ans, et ça va, je ne me porte pas plus mal. Ah oui, bon, d'accord, ok, docteur. Ça marche assez bien. Avec les infirmières, je ne suis pas convaincue qu'on arrive à avoir une même, ce type-là de rapport de confiance par l'exemple, malheureusement. Parce que un des problèmes étant que les médecins ne sont pas du tout exemplaires sur certaines choses qui tiennent à cœur aux infirmières, comme l'hygiène des mains, par exemple. Ok, Anne. Ben, on espère que tu te trompes un peu pour les vaccins et tu as raison de dire qu'on peut s'améliorer facilement sur l'hygiène des mains. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est content, hein. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont connectées, une petite cinquantaine. Il y a eu beaucoup de réponses à ces questionnaires. Ça a été une vraie réussite. Donc, on remercie vraiment tous les gens qui ont participé. C'est informatif et bon, ce n'est pas une interro surprise. Hein. C'est vraiment fait pour essayer de voir pour toutes les équipes d'hygiène, des équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie, les infectiologues, les hygiénistes in situ dans leur quotidien, ça nous aide à cibler nos actions. Donc, c'était un truc bien à faire. Ça nous a demandé un peu de boulot, mais on est content du résultat. Et donc, je remercie à nouveau tous les participants CRATP, CEPIAS et Omedit qui nous ont permis de faire tout ça. Et mes collègues, je vous remercie de nous avoir, d'avoir réussi à trouver à chacun un petit moment pour réaliser ces diapos et en parler ensemble. Je remercie tout le monde également pour cette participation aux journées régionales d'antibiothérapie. Eric, on te donne le mot de la fin? Ben non, le mot de la fin, je crois que Romaric a tout dit et effectivement, je suis personnellement très heureux du nombre de participants. Je ne m'attendais pas à un nombre aussi grand. Et comme le disait Romaric, le but, c'est de pouvoir en tirer des enseignements pour mieux cibler nos actions et j'espère qu'on y arrivera. Voilà. Merci à tous. On y arrivera si on continue tous ensemble. Merci. Et merci à tous les établissements qui ont joué le jeu, à tous les référents antibiotiques et tous les hygiénistes et tous les pharmaciens qui ont relayé parce que je pense que on a battu le challenge hygiène des mains et voilà. On a une belle campagne qu'il faudra effectivement valoriser même au-delà d'Occitanie. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.